suis très heureux de pouvoir venir ici pour parler de ce qui m'anime et de ce qui anime ma vie professionnelle depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est effectivement les questions européennes. Et alors, j'ai pas envie de vous assommer avec un cours magistral sur ce qu'est l'Europe, mais j'ai plutôt envie de vous donner d'abord un point de vue, qui est mon point de vue, donc qui est contestable. Je suis européen, favorable à la construction européenne, et donc ce sera un point de vue qui va animer ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais j'accepte très bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi, et au contraire, je trouve qu'on a besoin, et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment perçu, me semble-t-il, au niveau européen, mais pas seulement, aussi au niveau national, d'écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec nous pour pouvoir aussi répondre aux questions qui sont loin d'être illégitimes qu'ils posent. Et c'est notamment le cas, par exemple, sur le Brexit, où il y a quand même un certain nombre de questions qui ont été posées par les Britanniques et par David Cameron avant de sortir, qui n'étaient pas illégitimes et auxquelles, aujourd'hui, l'Union européenne va devoir apporter un certain nombre de réponses. Donc, ça, c'est pour vous présenter, me présenter un peu en quelques mots l'optique dans laquelle je suis. Je voulais commencer cette conférence en prenant un proverbe chinois qui dit « Nous vivons une époque intéressante ». Nous vivons une époque intéressante. Déjà, j'aime bien commencer une conférence comme ça parce qu'en fait, on peut l'utiliser dans à peu près toutes les conférences. Nous vivons une époque intéressante. On peut l'appliquer à peu près partout. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse aux questions européennes, on vit aujourd'hui dans une époque particulièrement intéressante. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que l'Europe a l'air d'aller de crise en crise, les unes succédant aux autres, que ce soit crise économique, crise financière, crise de la zone euro, crise dite des migrations, crise ukrainienne et donc à ses frontières, retour potentiellement des crises militaires à haute intensité avec ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, un certain nombre et bien sûr crise sanitaire et la crise économique d'une ampleur jamais connue qui l'a accompagnée. C'est aussi une époque intéressante parce que à cette succession de crises, où à peu près à chacune de ces crises, on dit que c'était la crise qui allait signer l'arrêt de mort de l'Union européenne, eh bien, on a assisté à des avancées qui, il y a 15 ans, étaient inenvisageables. Je vais vous prendre 2 exemples. Premier, c'est le plan de relance européen. Plan de relance européen auquel on a abouti avec la crise économique qui découle de la pandémie qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui. Quand on a eu la crise de la zone euro en 2008-2009, les solutions qu'on a trouvées ensemble au niveau européen sont des solutions de court terme qui ont permis de sauver la crise, qui ont permis de sauver la zone euro, mais qui ont sacrifié les Grecs, qui ont sacrifié les Espagnols, qui ont sacrifié les Portugais, qui ont bu une potion amère pour finalement une valeur ajoutée assez limitée. Et donc, en fait, on a mis en place des solutions qui étaient de très court terme, mais qui n'adressaient pas, on y reviendra un peu plus tard dans la conférence, mais qui n'adressaient pas le fond du sujet. Et qui était basé sur une notion assez restrictive, restreinte de cette notion de solidarité européenne. Avec la crise du Covid-19, les solutions qu'on a mises en place ensemble ne sont pas du tout du même acabit. On a mis en place un plan d'investissement où on a emprunté ensemble plus de 600 milliards d'euros pour financer des projets partout en Europe, dans tous les pays européens, dans toutes les régions européennes, pour poser les bases de la croissance de demain partout en Europe. Et ça, je pense que ça traduit cette comparaison entre les solutions qu'on a trouvées en 2011 et en 2021, une transformation profonde du projet européen qui est à l'œuvre,
qui est encore en cours, mais sur lequel je voudrais revenir. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est sur les questions de défense. Il y a encore 15 ans, si on avait dit qu'on allait utiliser le budget européen, c'est 1% du PIB européen, hein, c'est pas énorme. Hein. Le budget des États-Unis, le budget fédéral des États-Unis, c'est 10% du PIB américain. Donc on est vraiment, les marges de manœuvre de l'Union européenne restent très limitées. Si on avait dit qu'on pouvait utiliser ce budget européen pour financer le développement de l'innovation de défense, le développement du futur avion de combat, le développement potentiellement du futur tank de combat, personne n'y aurait cru. Personne n'y aurait cru. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma thèse, c'était il y a 10 ans, sur ces questions, on me disait que c'était impossible qu'on mobilise un seul euro du budget européen pour financer ce type de projet parce que la défense ne faisait pas partie des compétences de l'Union, parce que l'Union européenne était un projet de paix et qu'elle n'avait pas à se charger des choses militaires, puisque les choses militaires, c'était de toute façon géré par l'OTAN et par les États membres, mais que l'Union européenne n'avait pas son mot à dire. Ça fait depuis 1 an maintenant que le Fonds européen de défense a été officiellement lancé. Alors, il y a plein de critiques qu'on peut faire sur le Fonds européen de défense, on pourra en reparler. Ça fait depuis 2016 qu'on a lancé la coopération structurée permanente. La coopération structurée permanente, c'est un cadre dans lequel les Européens, au niveau de l'Union européenne, vont intensifier leur coopération, l'idée étant, à terme, de construire une défense vraiment européenne. Et finalement, aujourd'hui, on voit naître un certain nombre de débats sur l'opportunité de faire naître une force d'entrée en premier, donc une sorte d'embryon de ce que pourrait être une armée européenne. Donc on vit effectivement dans une époque intéressante pour l'Union européenne. Et ce qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est un peu partout, et ce qui le traduit, par exemple, l'Europe s'est immiscée dans notre vie quotidienne, dans nos débats au quotidien, sur la question climatique, sur les questions économiques. Et je pense que ce qui en témoigne, par exemple, c'est que les élections, d'une part les élections européennes, ont eu un taux de participation qui a été beaucoup plus élevé en 2019 qu'il ne l'avait été auparavant, mais aussi parce que la dernière élection présidentielle et l'élection qui s'annonce s'est jouée en partie sur la question européenne. Et ça, c'est quand même inédit qu'en France, dans un pays, et ça je reviendrai là-dessus en conclusion, où la question européenne, c'est pas une question qui est évidente, c'est une question qui est clivante. Et c'est une question aussi où depuis 2005, les politiques essayaient de mettre de côté. Une élection présidentielle s'est jouée sur la question européenne et l'Europe est un des thèmes, c'est pas le seul, hein, vous l'aurez tous remarqué, mais c'est un des thèmes de la pré-campagne présidentielle qui est en train de se jouer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la question que je voulais, à laquelle je voulais répondre, c'est peut-être un bien grand mot, mais pour laquelle je voulais vous amener un certain nombre d'éclairages et en tout cas ma compréhension de cet enjeu, c'est effectivement celle que Fabrice, tu pointais tout à l'heure, c'est le projet européen tel qu'on l'a développé après-guerre et dans un contexte qu'on connaît. Est-ce qu'il est encore adapté aujourd'hui à un 21e siècle qui n'a plus rien à voir avec le contexte de 1945 ? Moi, l'idée que j'aimerais défendre avec vous aujourd'hui, c'est d'une part que nous n'avons jamais eu autant besoin d'une action au niveau européen. Parce que nous rentrons dans ce qu'on pourrait appeler l'ère des géants. Le 21e siècle, c'est l'ère des géants. Ce que nous avons construit ensemble, le projet européen, tel qu'il s'incarne aujourd'hui dans l'Union européenne, et donc je pense que là, il faut tuer un certain nombre de mythes sur une Europe alternative, mais le projet européen, tel qu'il s'incarne dans l'Union européenne, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, entre Européens, c'est quelque chose qui est unique et qui est précieux. Et
c'est unique, c'est précieux, mais c'est aussi fragile. Et donc, nous devons en prendre soin et nous devons le renforcer, l'aménager pour justement s'adapter à un contexte qui a changé. Et donc, je vais structurer en fait mon propos aujourd'hui en 3 points principaux, enfin en 3 idées fortes. D'une part, j'aimerais revenir sur ce caractère unique du projet d'intégration européenne, parce que l'Europe, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais disons qu'on a tendance à oublier à quel point, et c'est quelque chose qui semble acquis, mais on a tendance à oublier à quel point est-ce que ce projet européen est unique dans l'histoire du continent, mais aussi dans l'histoire du monde. Et ça, j'aimerais bien remontrer et revenir avec vous sur qu'est-ce qui rend unique ce projet européen et pourquoi est-ce qu'il est précieux selon moi. Dans un deuxième temps, j'aimerais revenir sur cette question, sur ce point que j'ai évoqué il y a quelques instants, cette question de l'ère des géants. Le 21e siècle, c'est l'ère des géants. Et donc de voir en quoi est-ce que le contexte dans lequel ce projet européen s'inscrit s'est fracturé, a basculé entre 1957, donc le moment où on a adopté le premier traité à l'origine du projet européen, le traité de Rome, et aujourd'hui où on va dans un monde qui est en train de se, disons, refracturer et qui risque demain d'être dominé par un principe, celui d'un affrontement entre les États-Unis et la Chine. Affrontement qui nous est nécessairement néfaste, puisque la question qui nous est posée, c'est celle du camp dans lequel on veut se situer. Or, nous, notre intérêt d'Européens, et en conformité aussi avec les valeurs que nous défendons, c'est que justement, on n'a pas à choisir de camp. Donc, potentiellement, le monde vers lequel on va et le monde vers lequel on voudrait nous entraîner est un monde qui n'est pas favorable aux Européens. Et donc, comment est-ce qu'on s'adapte face aux Européens ? Et ça, c'est le point sur lequel, enfin, face à ce contexte, et ça, c'est le point sur lequel je voudrais revenir dans un troisième temps, c'est face à cette ère des géants, comment est-ce que l'Europe doit s'adapter ? Enfin, et juste en conclusion, je voudrais revenir sur les relations, disons, parfois tempétueuses que la France et l'Europe entretiennent, et notamment par rapport à tout ce que se sera dit auparavant, ou que je vous aurais dit auparavant, c'est de voir un peu aussi quel est, nous, notre intérêt en tant que Français, ou nous, notre responsabilité en tant que Français, pour faire advenir ces changements qui me semblent nécessaires. Donc, la première question, le premier point sur lequel je voudrais revenir et la première question à laquelle je voudrais répondre, c'est de quoi l'Union européenne est-elle le nom ? De quoi le projet européen est-il le nom ? Et pour moi, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être facilement s'entendre, c'est que c'est un projet, en tout cas la définition que je voudrais vous proposer, c'est que le projet européen, qu'on a mis en œuvre depuis l'après-guerre, c'est un projet pacifique d'unification du continent européen qui est fondé sur le droit et pas sur la force. L'histoire de l'Europe, c'est l'histoire d'un carrefour. C'est l'histoire d'un carrefour entre différentes zones géographiques, c'est l'histoire d'un carrefour entre plusieurs civilisations, entre plusieurs peuples. C'est un territoire qui est densément peuplé et qui est extrêmement divers. C'est un continent qui est extrêmement divers de par les populations qui l'habitent, de par sa géographie, mais qui a toujours cherché, au cours de son histoire, son unité. Et ça, c'est vrai depuis l'époque romaine. C'est un continent qui ne cesse d'osciller dans son histoire entre la recherche d'une unité et la préservation de sa diversité. D'où aujourd'hui, alors est-ce qu'on peut parler de synthèse, mais cette maxime ou cette maxime européenne de chercher l'unité dans la diversité. Et je pense que particulièrement à l'ère des géants, cette question de comment est-ce qu'on articule cette unité nécessaire pour être efficace face
oui, à la Chine et aux États-Unis, mais aussi face aux GAFAM, qui sont aussi des géants auxquels on va devoir faire face et auxquels on doit déjà faire face, tout en préservant notre European Way of Life, notre mode de vie européen, et donc notre diversité. Et je pense que c'est ça le principal défi auquel on est confronté aujourd'hui à l'ère des géants, c'est comment est-ce qu'on utilise notre unité pour préserver notre diversité et pour ne pas justement être écrasé par ces géants qui nous entourent et qui aimeraient bien sans doute nous émietter. Et c'est la spécificité de la construction européenne dans cette recherche de l'unité, dans l'histoire de l'Europe, mais aussi dans l'histoire du monde, c'est que la construction européenne est aujourd'hui basée sur le droit et pas sur la force, sur le droit et sur la coopération et pas sur la force. C'est pas tout à fait unique dans l'histoire européenne, puisque on a notamment les ligues des cités hanséatiques qui sont des coopérations qui existent, mais à l'échelle de notre continent, être capable d'avoir ce projet d'unité qui concerne aujourd'hui 27 États membres. Alors, bien sûr, la question des limites géographiques de l'Europe est une question qui n'est pas encore finie, est une question malheureusement qui est probablement aussi une pompe à encre. Mais que fait-on des Balkans occidentaux, par exemple ? Ça, c'est une grande question. Donc, cette question va continuer à se poser. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'à cette échelle, c'est quand même la première fois qu'on a ce projet d'unité européenne qui n'est pas basé sur la force. Et quand vous regardez même l'histoire récente, c'est une histoire de recherche de l'unité européenne. L'Allemagne nazie, c'est la recherche d'une unité européenne. C'est une unité qu'on va essayer de construire par la force et par l'écrasement des diversités et par toutes les horreurs qu'on connaît de ce projet. Quand on regarde les campagnes de Bonaparte, c'est des projets de conquête. Pendant longtemps, l'unité de l'Europe a été recherchée dans un sens de conquête de territoire. Aujourd'hui, on le fait avec une coopération et avec le règlement des différends par la voie du droit, de la coopération, de la négociation de manière civilisée. Juste pour préciser un point, j'ai pris deux exemples l'un après l'autre. Je ne mets absolument bien sûr pas sur le même pied, parce que c'est une question qui a pu se poser dans l'actualité récente, mais je ne mets bien sûr pas sur le même pied l'Allemagne nazie et le projet bonapartiste. Je voudrais juste mettre les choses au clair là-dessus. Pour revenir du coup sur ce qu'est l'Union européenne, il y a, me semble-t-il, deux points. C'est d'abord un projet particulier, c'est un projet de paix et de prospérité partagée et de démocratie, ou un projet plus exactement, pour être plus précis, c'est un projet de paix par la prospérité partagée et la démocratie. Et ensuite, c'est une question de méthode, c'est-à-dire que c'est un projet qui est fondé sur la coopération et sur le droit. Et je vais revenir sur ces deux points. C'est un projet de paix par la prospérité partagée et par la démocratie. Et là-dedans, on retrouve cette idée, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, Fabrice, de cette union sans cesse plus étroite. C'est ça, me semble-t-il, c'est quelque chose qui exemplifie très bien ce qu'on essaye de construire au niveau européen depuis 1957, et je vais vous dire ce que j'entends par là. En fait, on présente souvent le projet européen comme ayant permis la paix en Europe. Or, en fait, historiquement, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est la paix qui a permis l'avènement de la construction européenne. Toutefois, ce qu'il y a dans la philosophie du projet européen, et à la base du projet européen, et ce qui en fait aussi une de ses spécificités, c'est la conviction que c'est le développement des liens économiques entre les Européens, des solidarités de fait, qui va préserver cet état de paix entre les Européens.
Ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, me semble-t-il, et qui vient, qui est une découverte qui peut sembler bateau, et un point qui peut sembler bateau, mais qui est finalement dans l'histoire de l'humanité assez récent, et qui est étayé par les sciences économiques, c'est que les pays qui commercent entre eux ont en fait moins tendance à se faire la guerre que les pays qui ne commercent pas entre eux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on garde en mémoire en cette période post-Covid où on s'est rendu compte que nous étions dépendants de l'extérieur et où on a cette volonté et cette velléité peut-être de vouloir rapatrier toutes nos activités économiques sur le territoire, soit européen, soit national. Mais il faut garder en tête que les interdépendances, c'est aussi ce qui fait qu'on va moins se faire la guerre entre nous. Et ça, je pense que dans le rapport avec la Chine, par exemple, sur la question du rapport avec la Chine, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Oui, il ne faut pas être dépendant sur des choses trop critiques, il ne faut pas être naïf dans notre rapport avec la Chine, mais il ne faut pas être non plus tomber dans l'autre inverse et vouloir couper absolument tous les ponts. Et ça, je pense, c'est une conviction très forte que j'ai et que je partage avec beaucoup de mes collègues à l'IRIS. C'est un projet de paix par la prospérité, mais je vous ai dit aussi un projet de paix par la démocratie. Et ça, je pense, c'est aussi un des fondements et c'est aussi étayé par disons, les sciences économiques, mais les sciences historiques et la science politique, c'est qu'il y a un lien très fort entre les démocraties et la paix, c'est-à-dire que les démocraties entre elles ont généralement tendance à moins se faire la guerre que les régimes autoritaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi de garder en mémoire, c'est qu'il y a cet aspect politique et pas seulement économique, qui est au fondement de la construction européenne. On entend de temps en temps cette idée que finalement, la construction européenne, c'est un projet économique, mais pas plus. C'est quelque chose que on nous oppose souvent. Ça a été souvent les anglo-saxons qui nous l'ont opposé, enfin les britanniques qui nous l'ont opposé. Et maintenant, un certain nombre, ce qu'on appelle les frugaux, ou ceux qui se surnomment les frugaux au niveau européen, ont tendance à vouloir nous rappeler que c'est avant tout et peut-être seulement un projet économique. Mais quand vous regardez l'histoire de l'élargissement européen, les communautés européennes, puis l'Union européenne, s'est étendue à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, puis après aux pays d'Europe centrale et orientale, le jour où ils sont devenus des démocraties. Et quand vous regardez dans les critères qui définissent si vous pouvez entrer ou pas dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de critères, beaucoup de critères, sur le fait d'être un système démocratique. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, et puis j'imagine que vous aurez... c'est généralement un sujet sur lequel il y a beaucoup de réactions, mais un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a pensé que la démocratie, le développement de la démocratie était quelque chose d'unidirectionnel. On se rend compte aujourd'hui qu'on peut être une démocratie, ou on se rappelle aujourd'hui qu'on peut être une démocratie et aller vers des systèmes moins démocratiques, voire un peu autoritaires, et que la réponse à apporter à ce défi, c'est une réponse qui n'est pas évidente. Et c'est une réponse qui est peut-être en partie juridique, mais qui n'est certainement pas totalement juridique. On reviendra là-dessus. Donc, c'est... Le projet européen, c'est ce projet donc de paix par la prospérité et par la démocratie. C'est cette question de la prospérité partagée. Il me semble que dans ce terme, ce qui est important, c'est la question du partage de la prospérité. C'est-à-dire que pour que ce soit un projet de paix soutenable, il faut que la prospérité profite à tous. C'est pour ça qu'on a fait
un marché ensemble au départ. D'abord, on l'a appelé, ça a d'abord été une union douanière, puis un marché commun, un marché unique, un marché aujourd'hui intérieur, et je ne reviendrai pas sur les étapes de cet approfondissement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, ce n'est pas seulement des règles de concurrence, c'est la base de toute croissance. Aujourd'hui, quand vous êtes une PME ou quand vous êtes une grande entreprise en Europe, et c'est particulièrement important quand on rentre dans cette ère des géants, aujourd'hui, le marché auquel vous avez accès ou auquel on devrait avoir accès, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas pour beaucoup de secteurs, c'est un marché de quasiment 500 millions d'habitants et de consommateurs. Et ça, c'est important, c'est les bases de la croissance européenne, c'est les bases de notre force économique, c'est de pouvoir avoir un marché important sur lequel on va construire des entreprises fortes et qui vont pouvoir prospérer sur ce marché. Mais pour vous montrer que cette idée du partage de la prospérité, il est vraiment au centre du projet européen, je vais prendre l'exemple des politiques de cohésion. Si l'Union européenne n'était qu'un grand marché, il n'y aurait pas aujourd'hui ce qu'on appelle la politique de cohésion, qui a été lancée par Jacques Delors au moment où il était président de la Commission européenne, donc au début des années 80, et qui ont pour objectif, ces politiques de cohésion, de favoriser le développement de toutes les régions, de tous les territoires, à l'échelle des 27, pour que tous puissent participer de manière efficace, effective, à ce marché, pour que tous aient accès aux bénéfices de ce marché, pour que tous puissent développer des activités économiques qui leur permettent d'avoir leur part, entre guillemets, de ce bien commun européen qui est ce marché de 500 millions de citoyens et de consommateurs. Autre exemple, celui de la monnaie unique. La monnaie unique, en ce moment, il y a 10 ans, on en a surtout vu les limites. Et c'est vrai qu'il y a des limites. Et je pense qu'il ne faut pas se mentir. La manière dont on a construit la monnaie unique, la manière dont on a construit la zone monétaire a fait qu'on a rendu plus fort ce qui était déjà fort et affaibli ce qui était déjà faible. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas allé assez loin dans la coordination de nos politiques économiques. Parce qu'on n'a pas voulu reconnaître que quand on stabilisait nos taux de change, à ce moment-là, la seule façon dont on pouvait se faire concurrence, c'était sur de la dévaluation interne. Et donc, on a un certain nombre d'acteurs au sud de l'Europe qui ont profité de cette stabilité des taux de change auxquels ils n'avaient pas accès et puis de ces taux de financement très bas auxquels ils n'avaient pas accès au départ pour développer des modèles de croissance qui n'étaient pas tenables. De la même façon, l'Allemagne, de son côté, en miroir, a dévalué en interne, a baissé son coût du travail et du coup a provoqué la désindustrialisation de tout le sud de la zone euro. Ce qu'on a observé et sur lequel on commence seulement à apporter un début de solution avec le plan de relance européen. Et je pense que ça, c'est important de comprendre que le plan de relance européen, c'est pas seulement une réponse au Covid et à la pandémie, c'est une réponse aussi à la crise d'il y a 10 ans. Et on l'apporte, cette réponse, on l'amène avec 10 ans de retard. On a perdu 10 ans, mais on l'amène. On commence à l'amener. D'où le défi de réussir ce plan de relance, la mise en œuvre de ce plan de relance, parce que ce qui se joue, c'est la viabilité de la zone euro à moyen terme. C'est l'existence même de l'euro. C'est comment est-ce qu'on évite de se retrouver dans la crise dans laquelle on était il y a 10 ans. C'est ça l'enjeu aussi du plan de relance. Et c'est comment est-ce qu'on a des économies. Globalement, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est les lacunes de cette zone euro. C'est qu'en fait, on a eu un nord qui s'est développé, qui produit, et le sud qui consommait ce que produisait le nord. Le problème, c'est que le sud s'endettait pour payer ce que mettait de côté, du coup, le nord. Et qu'on a des déséquilibres internes qui sont intenables parce qu'on n'a pas de transfert. On n'a pas de transfert. On n'a pas de transfert financier qui permette de rétablir un équilibre. Or, à moyen terme, c'est pas tenable. Et donc, il faut qu'on apporte une solution à ce problème. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint cette idée de la prospérité partagée, c'est que la réponse qu'on commence à apporter, c'est une réponse par l'investissement. C'est pas une réponse par le transfert. Ce qu'on est en train de mettre en place, on dit pas
à la Grèce, vous allez raser gratis, on vous donne de l'argent, continuez à vivre comme vous le faites actuellement. On va investir parce que vous n'avez pas le niveau européen va investir parce que vous n'avez pas les moyens d'investir pour que vous puissiez avoir un modèle de croissance qui soit tenable et qui soit soutenable sur le long terme, qui vous permette de retrouver les moyens de votre propre prospérité. Et donc, on est vraiment sur cette idée du partage de la prospérité avec me semble-t-il, un modèle de diffusion et de développement des territoires européens, qui est aussi une de nos spécificités. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à ne pas assez percevoir au niveau européen. C'est que ce qui fait une de nos spécificités, c'est que nous portons une importance très grande à un développement harmonieux de nos territoires, de tous nos territoires. Alors c'est imparfait, mais au moins on y porte une intention. Les Américains, leur pays, les États-Unis, il est vide au milieu. C'est pas un problème pour eux. La Chine, c'est la même chose. On a un développement qui est extrêmement inégal de la Chine. Alors, un des enjeux aujourd'hui pour la Chine au XXIe siècle, c'est de développer leur marché intérieur et donc d'avoir un développement plus partagé, on va dire, mais on n'est pas sur les mêmes densités de population qu'on est en Europe. Enfin, on n'est pas sur les mêmes problématiques qu'on est en Europe, sur lesquelles on est en Europe. Donc, on a une spécificité européenne sur cette question et aussi sur la réponse qu'on est en train d'apporter avec justement ces aides sous forme d'investissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose, enfin, en tout cas pour moi, qui me semble important. Je vous ai dit donc que c'était un projet de paix par la prospérité et par la démocratie, mais c'est aussi un projet qui est fondé sur la coopération et sur le droit. Et donc, là, je vais essayer de répondre à la question, qui est une question qu'on pose régulièrement, c'est est-ce que l'Europe est démocratique ? L'UE est-elle un système démocratique ? Et c'est une question qu'on a le droit de poser. Il me semble que ce qui est important, qu'est-ce qui fait l'unicité aujourd'hui de la méthode communautaire ? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y avait cette unicité du projet et il y avait l'unicité de la méthode. La méthode, c'est celle qu'on appelle la méthode communautaire. Aujourd'hui, vous avez 2 législateurs en Europe. Vous avez le Conseil et vous avez le Parlement. Le Parlement, c'est vous qui l'élisez directement. C'est les 450 millions de citoyens européens qui l'élisent directement. Le Conseil, c'est les représentants de vos gouvernements. Représentants du gouvernement français, du gouvernement allemand, j'ai un anglicisme qui m'est venu, du gouvernement hongrois, du gouvernement grec, du gouvernement chypriote, du gouvernement finlandais, des 27 gouvernements. D'ailleurs, à ce propos, et quand vous regardez la question du temps de travail des militaires qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps en France, c'est une question donc, qui est issue d'une directive, donc d'une loi européenne pour harmoniser ou en donner un cadre au temps de travail en Europe, qui s'applique à toutes les professions. Le seul problème, c'est que le législateur, c'est-à-dire le Parlement et le Conseil, ont oublié qu'il y avait certains cas qui étaient spécifiques, et notamment le cas des militaires. Le problème qui est posé, c'est pas le problème de la Cour de justice européenne qui essaye d'imposer une sorte d'impérialisme juridique à la France pour, détruire son armée, ce qu'on a pu entendre ici ou là en France. Le problème, c'est l'impéritie, notamment du gouvernement français, qui a oublié de défendre cette question au moment de l'adoption de cette directive. Et c'est pour ça que la modification de cette directive sur le temps de travail est aujourd'hui une des priorités portées par la France pour sa présidence du Conseil à partir de janvier 2022. Vous avez donc 2 législateurs et vous avez une sorte de gouvernement qui est la Commission. Et là encore, quand vous regardez comment est composée la Commission, je pense que la chose, moi, que j'entends le plus souvent à la télé, c'est « mais qui élit les commissaires européens ?»
C'est une bonne question. Qui élit les commissaires européens ? Le président de la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, son nom, il a été proposé par le Conseil européen, c'est-à-dire par les chefs d'État et de gouvernement des 27, c'est-à-dire par Macron, Merkel, Orban, etc. Mais il a été validé par le Parlement européen, donc par vos représentants. Et le collège des commissaires, c'est-à-dire les ministres européens, ils ont été validés, ils ont été chacun auditionnés par le Parlement européen. D'ailleurs, on l'a découvert le jour où Sylvie Goulard, la candidate française, s'est fait retoquer par le Parlement européen et où on a dû proposer Thierry Breton. Et probablement qu'on a gagné au change. Enfin, je ne veux pas critiquer Sylvie Goulard, mais en tout cas, Thierry Breton est un bon commissaire européen. Et notamment sur les questions industrielles, je pense qu'on a gagné à avoir quelqu'un qui est passé par l'industrie pour gérer ces questions. Donc le Parlement européen vote sur la composition du gouvernement européen, gouvernement entre guillemets. Est-ce qu'en France c'est le cas ? Est-ce qu'en France, les ministres du gouvernement se passent devant le Parlement européen pour être validés par les parlementaires ? Finalement, le système européen, sur certains aspects, est quand même plus démocratique que dans certains pays. Alors, on a certains pays, le Royaume-Uni par exemple, on impose que les ministres soient élus députés. C'est probablement une pratique qui est assez intéressante, en tout cas en termes de démocratie. Mais force est de constater que quand on compare, enfin, on peut se désoler quand on regarde le fonctionnement des institutions européennes et leur légitimité. Pas le fonctionnement, leur légitimité. Le fonctionnement, c'est une autre histoire et je pense que là, on a vraiment une question qu'on peut poser sur le fonctionnement et sur la démocratie. Mais sur leur légitimité, on peut se désoler en se regardant, mais on peut se consoler en se comparant. Notamment quand on se compare aussi avec des exemples d'origine européenne. Et une autre des choses qu'on entend souvent, je vais revenir sur un point qui fait particulièrement débat en ce moment, c'est la question de la primauté du droit de l'Union. Et parce que ce qui est au cœur de la méthode communautaire, au cœur de ce projet de coopération, d'unité par la coopération, par la règle, c'est qu'on décide d'ancrer dans le droit et de se référer au juge pour trouver une solution à nos problèmes. C'est une manière finalement de trouver des solutions de manière, civilisée. De rappeler que le droit prime sur la force. On n'est plus, quand on regardez aujourd'hui l'état des relations entre la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on est sur une logique de représailles entre la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ferait encore partie de l'Union européenne. On serait allé devant la Cour de justice. On n'aurait pas pu rentrer dans cette logique de représailles. La logique de représailles, on sait où on commence, on ne sait jamais où elle s'arrête. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est là où la situation, elle a dérapé plus d'une fois en Europe aussi. Continent qui a été marqué par un certain nombre de guerres, pas seulement des guerres mondiales, mais des conflits entre voisins européens, notamment et particulièrement probablement parce qu'on est densément peuplé et parce qu'on est différent. On en a connu un certain nombre d'exemples. Mais cette question de la primauté du droit, qui est au cœur de la méthode communautaire, et la question du rôle de la Cour de justice, qui, eux, effectivement, ne sont pas élus. Mais les juges sont quand même rarement élus, en tout cas en Europe. Est-ce que pour autant, est-ce qu'on peut parler d'un gouvernement des juges, ce qui est quelque chose qu'on entend souvent, notamment, il y a eu cette décision du tribunal constitutionnel polonais qui a été soutenue de manière assez surprenante, on va dire, par un certain nombre de décideurs publics français, et on reviendra dessus un peu plus tard, mais typiquement, je trouve que la réaction de Valérie Pécresse, qui est membre du Parti Les Républicains, qui est un parti frère en fait de l'opposition polonaise, qui
est à l'origine des manifestations monstres qu'il y a eu contre l'arrêt du Conseil constitutionnel polonais est assez surprenant puisqu'elle a pris parti pour bien le parti au pouvoir et donc contre les intérêts de son parti frère au niveau européen, qui, à mon avis, j'aimerais bien voir comment se passent aujourd'hui les réunions de groupes au sein de ce qu'on appelle le Parti populaire européen, donc ce grand parti de droite européen, où siège du coup LR et son homologue polonais. Ça doit être assez croustillant. Mais finalement, c'est quoi la question de la primauté du droit européen? C'est de se dire qu'on va accepter de se soumettre à cet accord qu'on a réussi à trouver. Et le droit européen, il a été voté, décidé par nos représentants, par le Parlement européen et par le Conseil européen, et il a été impulsé par le Conseil de l'Union, et il a été impulsé par le Conseil européen. Différence entre le Conseil de l'Union et le Conseil européen. Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Conseil de l'Union, c'est les ministres. Le Conseil de l'Union, c'est eux qui votent. Le Conseil européen, c'est eux qui fixent le cap pour l'Union européenne. Et le Conseil de l'Europe, ça n'a rien à voir, c'est la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on l'oublie, même si généralement on a tendance à confondre tous ces organes, et je reconnaîtrai bien volontiers que le fait d'avoir 3 organes qui portent à peu près le même nom ne facilite pas la compréhension de tout ce schéma. Mais finalement, ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire respecter les accords auxquels on a abouti. Et finalement, ça rappelle pourquoi est-ce que la dimension démocratique du projet européen est importante, puisque ce n'est pas quelqu'un qui a décidé pour nous, c'est nous qui avons décidé de ce qu'on mettait dans le contenu de ces lois. Et que donc, ok, il y a un accord qui ne nous satisfait pas peut-être sur un domaine, mais que par ailleurs, on va avoir dans un projet et dans une maison, dans un projet politique, c'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau régional, c'est vrai au niveau européen, tout ne nous correspond pas, tout ne nous convient pas. Bien sûr, mais à la fin, la somme, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et peut-être qu'une des solutions qu'on a trouvées ne nous correspond pas à 100%, mais on a quand même donné notre assentiment parce que l'absence de solution était plus mauvaise que la solution à laquelle on est arrivé. Donc, et peut-être juste un point sur la question polonaise, parce que c'est une question dont on a beaucoup parlé et à propos de laquelle on a raconté tout et n'importe quoi, surtout en France, où comme on est en période de pré-campagne électorale, tout sert d'argument de campagne et tout sert à venir étayer les positions des uns et des autres. On a parlé de Polexit, par exemple. Est-ce que la Pologne faisait une sorte de Brexit de fait? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et quand vous voyez les dizaines de milliers de Polonais qui ont défilé pour l'Europe, je ne suis pas certain que si le Conseil constitutionnel en France avait rendu la même décision, on aurait eu des marées humaines aussi importantes en France qu'on les a vues en Pologne. Et donc ça doit nous amener aussi à prendre en compte que finalement ces voisins qu'on connaît si mal, ces pays d'Europe centrale qu'on connaît si mal comme la Pologne, qui sont ces nouveaux Européens, mais qui finalement historiquement sont quand même le cœur de l'Europe. L'Europe centrale, c'est le cœur de l'Europe. Eh bien, sont probablement et parfois peut-être plus européens que nous ne le sommes nous-mêmes. Mais ce que dit exactement la Cour de justice de l'Union européenne, c'est pas, elle dit vous devez vous organiser d'une certaine façon et vous devez organiser votre tribunal constitutionnel d'une certaine façon. Non, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle un principe du droit européen, donc un droit auquel on a tous les 27 donné notre accord, c'est nous avons besoin d'avoir une justice indépendante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une justice indépendante en Europe? Pas parce que c'est juste une valeur qui est importante, mais parce que le juge européen, le premier juge qui applique le droit européen, c'est le juge national. Il n'y a pas les juges européens, les juges nationaux. Vous avez une Cour de justice de l'Union européenne, mais la Cour de justice de l'Union européenne, c'est, toute proportion gardée, une sorte de cour constitutionnelle. C'est la cour de dernier ressort. C'est l'acteur qu'on va voir à la fin pour savoir qui interprète correctement le traité. Le juge de tous les jours
du droit européen, c'est le juge national. C'est votre juge du tribunal de commerce, c'est le juge du tribunal d'instance, c'est celui qui doit appliquer le droit européen. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir une justice indépendante. Parce que si on n'a pas une justice indépendante, ça veut dire que le pouvoir politique d'un État membre peut instrumentaliser la manière dont on applique le droit européen. Ça veut dire que ce qu'on a construit ensemble au niveau européen, on pourrait le défaire chacun chez nous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on aurait ce droit européen ? Donc, ce n'est pas une question de souveraineté européenne ou d'impérialisme européen versus une souveraineté nationale. C'est une question de bon fonctionnement de notre Union européenne. Et donc, c'est une question de bien commun. Et l'idée, ce n'est pas d'imposer un modèle normatif qui va s'imposer à tout le monde, c'est de poser un certain nombre de critères minimaux qu'on doit respecter pour que notre union, notre espace politique commun, qui est à parfaire. La place des citoyens européens dans l'Union européenne, elle est à parfaire. C'est clair. De la même façon, la place des citoyens nationaux dans les prises de décision nationales, elle est à parfaire. Je pense que c'est ce que nous apprend la crise des Gilets jaunes. Crise des Gilets jaunes, ok, il y a eu cette question du prix de l'essence, des taxes. Mais quelle a été la première revendication des Gilets jaunes ? Quelle était celle qui faisait consensus à 80% dans la société française ? C'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça n'a rien à voir avec les questions de fiscalité. Ça a à voir avec des questions de démocratie. Donc oui, il faut faire plus de place aux citoyens européens au niveau européen, mais il faut faire plus de place aux citoyens européens au niveau national. La crise de la démocratie qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai, on la connaît à tous les échelons. Et il faut garder cette perspective pour comprendre aussi les limites du niveau européen. L'Union européenne n'est que ce qu'on en fait. Et qui sont les acteurs principaux aujourd'hui qui déterminent ce qu'est l'Union européenne ? Mais c'est les États membres. Donc, j'ai beaucoup parlé de ce qui faisait l'unité de cette unicité européenne. Je vais revenir maintenant sur la question du contexte. Et la question du contexte, elle est extrêmement importante parce que le projet européen, cette unicité du projet européen, elle s'est développée dans un contexte politique et économique très particulier, qui est celui de l'après-45. C'est un projet, d'abord le projet européen, qui a été rendu possible par la Pax Americana et par le fait qu'on a évacué les questions de sécurité, les questions de défense du continent européen, du débat européen. Je pense que l'échec de la CED, la Communauté européenne de défense, qui a été un projet initié par les Français et tué par les Français, ce qui est quand même assez particulier, a bien montré que finalement cette question, elle était au départ mortifère et ne permettait pas de construire quelque chose au niveau européen. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la question du désarmement de l'Allemagne, qui était la question la plus chaude de l'après-guerre, on l'a déléguée aux Américains. Et finalement, la question de la sécurité du continent européen, de notre sécurité, on l'a déléguée aux Américains. On l'a déléguée à l'OTAN et aux Américains. Et je pense que c'est important d'avoir l'OTAN parce que de la même façon que les États membres définissent ce qu'est l'Union européenne, l'OTAN est définie aussi par les alliés. Et donc, cette question de la paix, elle était extrêmement essentielle, surtout quand on regarde l'histoire du 1er 21e siècle, et puis marquée par 2 guerres mondiales, et puis l'histoire du 19e siècle. Mais c'est aussi un projet qui s'inscrit dans un contexte géoéconomique, disons de globalisation de l'économie et de diffusion d'un capitalisme anglo-saxon à l'échelle planétaire. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais ce qui me semble intéressant de voir, c'est l'importance du lien entre l'Union européenne et la manière en fait dont les Européens ont pensé leur projet d'unification européenne comme la continuation d'un ordre multilatéral. C'est-à-dire qu'on a cet ordre multilatéral qu'on était en train de construire avec l'ONU, avec l'OMC, qui était le GATT avant, et avec un certain nombre d'organisations multilatérales au niveau mondial. Et finalement, l'Union européenne, c'était une organisation régionale participant à cet ordre multilatéral.
Ce qui explique que pendant longtemps, ça nous a permis d'évacuer une question qui, elle aussi, était une question qui était, délicate pour nous, sensible. La question de la différence entre ce qui est européen et ce qui ne l'est pas. La question entre l'interne et l'externe. Puisque finalement, il y avait une continuité entre ce projet global et ce projet européen, finalement, la construction du marché intérieur, la construction du projet économique européen était une sorte de déclinaison de ce projet de libéralisation de l'économie internationale. Et d'ailleurs, quand vous regardez, le traité de Rome, au départ, reprend beaucoup de ces clauses du traité du GATT et est pleinement compatible avec le GATT, qui est devenu l'OMC. Donc, et finalement, avec cette vague de libéralisation qu'on a observée entre les années 80 et puis les années 2000, on a eu une sorte de coïncidence entre la libéralisation du commerce mondial et puis la construction d'un marché intérieur, mais vécu sur un seul pied, celui de la dérégulation. Un marché intérieur, c'est important qu'il n'y ait pas de règles nationales qui viennent entraver le marché, mais c'est important d'avoir des régulations parce que c'est les régulations qui viennent faire fonctionner le marché. Le truc, c'est qu'on a beaucoup dérégulé et assez peu régulé, même si on s'y est quand même... on l'a quand même fait, et on l'a quand même notamment fait après la crise de 2008 avec le commissaire Michel Barnier, qui a fait beaucoup pour aller vers une plus grande régulation du secteur financier lorsqu'il opérait sur le marché européen. Mais voilà, cette question, c'est pour ça qu'on entend beaucoup cette critique de l'Europe, c'est cette machine à déréguler, qui est une critique qui n'est pas nécessairement complètement infondée. Or, le problème auquel on est confronté, c'est que, donc, un point qui est important, c'est que ce contexte donc, de multilatéralisme, il est extrêmement favorable aux Européens. Pourquoi ? Parce que le contexte multilatéraliste, le fonctionnement du multilatéralisme et des institutions multilatéralisme, c'est un fonctionnement lent. Et les Européens, on est lent. Pour définir ce que c'est que l'intérêt des Européens, il faut du temps. Et regardez ce qui s'est passé sur le Covid. Le premier réflexe qu'on a eu, ça a été de fermer nos frontières. On a pris cette décision absolument scandaleuse de refuser d'exporter vers les Italiens. Les Italiens sont quand même à côté des masques et des combinaisons de protection médicale. Premier réflexe. La différence, c'est qu'en 2 semaines, la question était réglée. En 2 semaines, on a recommencé à exporter nos masques et nos matériels de protection. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a un temps pour arriver à un intérêt européen. Là, c'est allé relativement rapidement parce qu'on était en situation de crise, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, dans un système qui est lent, nous, ça nous permet de trouver notre place et de trouver notre barycentre plus facilement. Ce n'est plus le cas dans un système de puissance et où les relations entre les acteurs sont régies non plus par le droit mais par la force. Or, c'est le grand problème auquel on est confronté aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années, c'est que le contexte géopolitique et le contexte géoéconomique s'est considérablement dégradé et il est aujourd'hui beaucoup moins favorable qu'il ne l'était aux Européens et à l'existence même du projet européen. Aujourd'hui, on peut dire qu'au XXIe siècle, on est rentré dans l'ère des géants. Et on va voir ce que ça veut dire. Le contexte géopolitique, il est en pleine bascule depuis 20 ans. Le multilatéralisme, il a été marginalisé. L'ONU, depuis la crise d'Irak en 2003, elle est marginalisée sur la gestion des crises. Sur toutes les crises qui ont lieu aujourd'hui, où est l'ONU ? Où est le Conseil de sécurité ? C'est un acteur qui est en voie de disparition. C'est la même chose sur l'OMC. L'OMC, depuis le début des années 2000, les négociations n'avancent plus et sous Trump, le mécanisme de résolution des différends a été bloqué. Il y a une crise du multilatéralisme. Le multilatéralisme ne marche plus. Ne marche plus. C'est enrayé et se retrouve de fait marginalisé par le retour d'un certain nombre de politiques de puissance, d'un certain nombre d'acteurs, premier rang desquels la Chine, les États-Unis, mais
là où il y a des effets pervers, c'est qu'en fait, le multilatéralisme s'enrayant, c'est un incitatif pour d'autres acteurs de jouer leurs cartes seuls. Et aujourd'hui, le politique de puissance, c'est pas seulement 2 grandes puissances, mais c'est à nos portes, c'est la Turquie, c'est la Russie, ça peut être aussi le Bélarus, lorsqu'il lance des attaques hybrides et qu'il utilise des réfugiés ou des gens qui essayent de rejoindre le continent européen comme des armes contre la Lituanie ou contre les pays baltes ou contre la Pologne. Donc aujourd'hui, on donne, parce que le système multilatéral est en train de se désagréger, un incitatif à chacun pour jouer leur propre carte. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la multiplication des crises aux frontières de l'Union. Ça me semble quelque chose qui est particulièrement préoccupant et sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Mais nous sommes aussi, le contexte géopolitique est aussi marqué par la montée en puissance de la Chine et surtout, ça c'est les États-Unis qui doivent faire face à la montée en puissance de la Chine, qui voient leur leadership international contesté, leur statut de première puissance mondiale contesté. Et ça c'est extrêmement important parce que ça va introduire un shift vers le Pacifique, une bascule vers le Pacifique des intérêts américains. Ça a commencé sous Obama, on l'a vu clairement sous Trump, et avec Biden, on s'est demandé pendant un temps si ça allait rester. Et notamment, on s'est demandé si la politique étrangère telle qu'elle avait été définie par Trump n'était que due au caractère outrancier de Donald Trump ou si elle obéissait à des fondamentaux plus profonds. Je pense qu'avec la crise d'Afghanistan et avec la question du pacte AUKUS et l'histoire des sous-marins, on a eu la réponse. On a eu une bascule des intérêts américains vers le Pacifique. Aujourd'hui, la compétition avec la Chine, ça détermine toute la politique étrangère des États-Unis. Et si on va vers une escalade avec la Chine, ça aura nécessairement des conséquences pour l'investissement des Américains en Europe. Parce que l'Europe devient, que ce soit à l'extérieur en Indo-Pacifique, et nous les Français on l'a vu en premier lieu, mais on n'est pas les seuls à en souffrir de cette histoire d'AUKUS, parce que c'est tous les Européens qui ont été maintenus dans le noir sur la signature de ce pacte. Alors c'est nous qui avons le prix industriel à payer, mais le fond de l'affaire, ce qui est vraiment important, c'est pas le contrat des sous-marins, c'est la militarisation de la zone. Aujourd'hui, personne en Europe n'a intérêt à avoir une militarisation de la zone Indo-Pacifique. C'est dans l'intérêt de personne, pas des Allemands, pas des Polonais. Parce que c'est la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis qui est en train de se jouer. Donc, moi je dirais que, et ça c'est mon analyse personnelle, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis, vis-à-vis de l'Europe, ils n'ont pas une hostilité comme ça a été sous le cas de Trump. Et ça a été une rupture. C'était le premier président qui était hostile au projet d'unité européenne, qui a essayé de nous diviser. Et c'est intéressant de voir qu'on est restés ensemble face à ces tentatives. Mais on a une indifférence. En fait, on a une indifférence. Et c'est ce que dit Biden récemment. On a commis une maladresse. On ne s'est pas douté que ça pourrait poser problème aux Européens. Il faut vraiment soit être de très mauvaise foi, soit être extrêmement léger et ne pas connaître. Alors, on sait que Joe Biden connaît bien l'Europe, mais dans tous les cas, quelle que soit l'hypothèse, ça veut bien dire que la question des intérêts des Européens, elle est devenue en second plan. Et elle aura vocation à le devenir. Et je pense qu'il y a une sorte d'indifférence des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, notamment parce que les États-Unis ont bien compris que sur la question chinoise, les Européens ne seront jamais leurs meilleurs alliés. On aura, nous, notre intérêt en tant qu'Européens n'est pas de rester à équidistance entre les États-Unis et la Chine, ça n'a aucun sens. On a des liens avec les États-Unis beaucoup plus proches qu'on ne les a avec la Chine, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de lien avec la Chine. Si on veut régler la question climatique, on a besoin d'avoir la Chine à bord. On a besoin d'avoir la Chine à bord. La Chine, la relation de l'Union européenne et des Européens, au-delà de l'Union européenne, des Européens avec la Chine, c'est cette relation, oui, de rivalité, mais aussi de concurrence et de partenariat.
c'est pas cette compétition systématique qui existe entre la Chine et les États-Unis. Nous, on n'a pas une place de première puissance mondiale à défendre. On ne veut même pas participer à cette compétition. Ce qu'on veut, c'est pouvoir exister comme un pôle autonome. C'est pour ça que la question de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, elle est particulièrement clé. Et j'y reviendrai dans un instant. Mais au-delà de ce contexte géopolitique, c'est aussi le contexte géoéconomique qui a été bouleversé. La globalisation économique, le capitalisme financier, il est en crise, il est contesté et il n'arrive pas à délivrer un certain nombre de biens publics mondiaux dont on sait qu'on a besoin. C'est la question de la transition environnementale. Le marché tout seul ne peut pas permettre la transition de nos systèmes énergétiques, de nos systèmes industriels, et donc ne peut pas permettre seul, le marché ne peut pas permettre seul de sauver le climat. Et donc de permettre notre survie en tant qu'être humain. Parce que la question, c'est pas de sauver le climat pour sauver le climat. La question, c'est de garder des conditions d'habitabilité de la Terre qui soient compatibles avec la vie humaine. Ni plus ni moins. D'autre part, la question du Covid, elle a reposé la question des interdépendances. Et elle a remis en cause cette idée qu'être dépendant, c'était nécessairement une bonne chose. Aujourd'hui, on est tous en Europe, tous dans le monde, en train de regarder quelles sont les dépendances qu'on a vis-à-vis de l'extérieur et à vouloir, la plupart du temps, rapatrier les activités, au moins les activités cruciales. Ce qui pose un certain nombre de questions qu'il faudra qu'on adresse et que j'ai pointées tout à l'heure. Mais le contexte géoéconomique, il a aussi changé parce qu'on a des acteurs industriels qui ont changé de dimension. Les GAFAM et la numérisation des marchés a permis l'émergence de géants industriels qui sont d'autant plus grands que les marchés numériques sont des marchés où il y a un acteur. Aujourd'hui, vous voulez lancer un concurrent Amazon. En fait, c'est pas possible. Amazon est trop grand, est tellement grand que son plus grand concurrent en France, me semble-t-il, ça doit être Cdiscount, quelque chose comme ça, qui représente moins de 10% du marché, probablement moins de 5% du marché. C'est un des marchés sur lesquels il y a de la place pour un acteur, et le fait d'être le premier acteur est renforçant et va renforcer votre puissance. Donc, on a, qui plus est, aujourd'hui, les questions économiques, les questions technologiques qui sont devenues des éléments majeurs de la notion de puissance. Aujourd'hui, parce qu'on a justement eu cette globalisation, parce qu'on a créé ces liens entre les États, et parce qu'il y a eu cette globalisation économique, en fait, on se rend compte que bien parfois, un blocus économique peut avoir des effets sur un de nos voisins ou un de nos partenaires plus efficaces qu'une guerre. Si vous voulez tordre le bras d'un de vos partenaires commerciaux, c'est ce qui s'est passé en 2010 au large des îles de Senkaku, qui sont des îlots qui sont contestés entre la Chine et le Japon. Le Japon a arrêté un chalutier chinois, a enfermé des marins chinois. La Chine a décidé d'arrêter de fournir le Japon en métaux critiques. Les métaux critiques, c'est tout ce que vous utilisez dans les iPhones, dans tout ce qui est technologique. Dans les voitures, il y a de plus en plus de choses où on utilise des métaux critiques. Le Japon a relâché en une semaine les marins chinois. C'est extrêmement efficace et ça a un coût qui est dérisoire. Donc aujourd'hui, l'économie est devenue un élément de la compétition globale et de la même façon, la technologie est devenue un élément de cette compétition globale. Ce qui fait que la compétition typiquement entre la Chine et les États-Unis, aujourd'hui, elle ne se joue pas seulement sur les questions militaires, elle se joue sur les questions économiques, mais plus profondément que ça n'était le cas au moment de la guerre froide avec l'URSS. Enfin, le contexte géopolitique dans lequel s'inscrit l'Union européenne, il a bougé aussi parce qu'il y a une crise existentielle qui a été posée au projet européen, c'est le Brexit. L'idée du projet européen, c'est que c'est un projet irréversible. Le Brexit a montré que c'était tout sauf irréversible, puisqu'on pouvait sortir du projet européen. Donc, il y a une crise du projet européen, et il faut y répondre.
Donc aujourd'hui, ce changement de contexte, il impose aux Européens de repenser leur place, leur responsabilité, leur rôle dans le monde. Et justement, la question qui est centrale, c'est cette question de penser la distinction entre l'interne et l'externe, entre ce qui est européen et ce qui ne l'est pas, entre faire vivre la coopération entre Européens, ce système unique dont je vous ai parlé longuement, peut-être trop longuement tout à l'heure, et cette nécessité, parfois, de faire valoir une sorte de puissance européenne en dehors de nos frontières. Et donc, il y a plusieurs types de défis qui se sont posés. Il y a le défi du projet, d'abord, défi du projet. Et ça, on commence à y apporter une solution, me semble-t-il, avec la question de l'autonomie stratégique européenne. Je ne vais pas revenir sur l'origine de ce projet, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que intellectuellement, c'est une idée qui est française. La première fois qu'on parle d'autonomie stratégique, c'est nationalement, c'est dans le livre blanc de défense de 1994. C'est une idée qu'on a réussi à imposer, à défendre, à vendre à nos amis européens. Alors là où on a un peu de mal, c'est que quand on dit autonomie stratégique européenne, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les Européens prennent notre concept et tout ce qu'on met derrière et le transmettent et le mettent en œuvre au niveau européen. Ce qu'on a du mal à accepter, c'est que les Européens définissent eux-mêmes, avec les Allemands, avec les Polonais, mais aussi avec les Français, ce qu'on met derrière l'autonomie stratégique européenne et quel niveau d'autonomie on veut avoir ensemble. Et donc de partager ce pouvoir de décision. Le risque qu'il y a sur ce projet, parce que je ne vais pas essayer de vous donner une vision idyllique d'un projet, il y a sur chacun de ces enjeux que je vais détailler rapidement, il y a des opportunités, des pistes de solutions, mais il y a aussi des risques. Le risque, c'est celui du rejet. Et aujourd'hui, l'autonomie stratégique européenne, ce n'est pas un projet qui parle à tout le monde. Les Polonais, quand ils entendent autonomie stratégique européenne, ils entendent surtout des Français qui disent autonomie stratégique européenne, et ils entendent « su à l'OTAN ». Et d'ailleurs, quand on entend certains en France qui, après le pacte AUKUS, disent « il faut sortir, que ce soit du commandement militaire intégré ou carrément de l'OTAN », c'est clair que ça n'aide pas à avoir un discours entendu par nos partenaires européens, surtout que quelle est la valeur ajoutée de sortir de l'OTAN pour répondre au pacte AUKUS ? Aucun. C'est le risque du rejet, c'est si donc on essaye, nous Français, d'imposer notre vision aux autres sans écouter ce qu'est eux leur conception, et que si eux ne s'approprient pas ce qu'est l'autonomie stratégique européenne, parce que la première chose qu'ont fait les Polonais, c'est de dire pas d'autonomie stratégique européenne, mais même les Polonais aujourd'hui disent ok l'autonomie stratégique européenne à condition que, et lui donnent un contenu, donc ouvre un espace de discussion, et ça c'est intéressant, parce que ça devient un projet partagé. C'est à ce moment-là que nous, Français, on se dit finalement, on va arrêter de parler d'autonomie stratégique européenne parce que ça n'avance pas, et puis parce que c'est trop clivant. Mais non, il faut continuer à rester dans le débat. On a poussé ce débat, il commence à arriver, il est partout dans tous les textes européens, et c'est le moment où on se dit « mais non, on va arrêter d'en parler, c'est trop clivant ». Et c'est ça le deuxième risque pour l'autonomie stratégique européenne, c'est que s'il met trop de temps à se mettre en œuvre, il y a un vrai risque de lassitude, et le risque de lassitude, de fatigue, il est ici, il est en France. Donc ça, c'est le risque sur le projet. Et de ce risque sur le projet, on est sur un risque qui est quasiment existentiel. Le deuxième défi, il est géopolitique, il est sécuritaire, c'est la question de est-ce que l'Europe peut devenir un acteur militaire et un acteur global à part entière ? Alors, il se passe des choses, il y a des choses qui arrivent depuis 2016. Je vous ai parlé du Fonds européen de défense, je vous ai parlé de la coopération structurée permanente. Mais il y a aussi, donc dans le domaine militaire, on commence à avancer, on commence même à parler d'une force d'intervention européenne qui n'est pas une armée européenne, je voudrais le préciser, parce que c'est la simplification qu'ont font, par exemple, les Britanniques pour dire « regardez, on a bien fait de sortir de l'Union européenne, on veut nous imposer une armée européenne ». Non. C'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui est en train de se passer. Peut-être que c'est ce qui arrivera, une armée européenne. Personnellement, je pense que ce serait une bonne idée. On peut en débattre. Je pense à titre personnel que ce serait une bonne idée. Mais force est de constater que c'est pas ce qui est en train d'arriver. La relation avec la Chine, est-ce qu'on arrive à garder une politique européenne vis-à-vis de la Chine, ou est-ce qu'on va
ou est-ce qu'on va systématiquement coller notre politique sur la politique américaine ? Ça, il y a un vrai risque. Aujourd'hui, la question, elle n'est pas tranchée. Aujourd'hui, quand on voit... ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les Américains, vis-à-vis de la Chine, sont capables de taper du poing sur la table et de dire c'est honteux ce qui passe avec les Ouïghours, et en même temps d'avoir des accords commerciaux avec la Chine. Le risque qu'il y a en Europe, c'est de n'avoir qu'un seul de ces deux pieds. C'est d'avoir la question des droits humains, qui est une question qui est fondamentale, et la question du sort des Ouïghours doit être abordée systématiquement avec les Chinois, parce que c'est dans nos valeurs, c'est dans nos racines de nous battre pour ce qui se passe aussi à l'extérieur de nos frontières et de faire valoir les droits humains partout. Ça fait partie du message universaliste que porte l'Europe, et ça, c'est aussi une spécificité du message européen. Mais c'est d'être capable de ne pas rentrer dans une approche unilatérale de la relation avec la Chine. On doit garder la complexité de la relation avec la Chine. Et ça, la question, elle n'est pas tranchée. Et sur les questions de défense, le défi, il est avant tout une question d'appropriation, encore une fois, par les États membres. On a délégué la question de la défense et de la sécurité à l'OTAN, et disons-le franchement, aux Américains pendant longtemps. Et du coup, c'est confortable comme situation. Et quel est l'incitatif pour les Européens aujourd'hui à réinvestir cette question ? Ce n'est pas une question qui est évidente. Tous les Européens n'ont pas forcément envie d'être une grande puissance au niveau européen. Donc, il y a un travail de réappropriation de ces questions qui doit être fait. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce que l'Europe peut être un herbivore dans un monde de carnivores ? Et quand on pose la question dans ces termes-là, globalement, on y apporte une réponse. Le défi, il est aussi géoéconomique. Et c'est comment est-ce qu'on contre les tendances centralisatrices de l'économie mondiale et européenne. Et là, ça revient sur une spécificité de la zone euro, c'est cet effet d'agglomération, de renforcement des plus forts et d'affaiblissement des plus faibles, mais c'est aussi une conséquence de la numérisation de l'économie avec quelques grands acteurs qui écrasent tout le reste. Le problème, c'est que comment est-ce que dans ce contexte, on arrive à faire vivre la diversité européenne ? Et la réponse, elle n'est pas évidente. On commence à y apporter des réponses par le plan d'investissement et par la mise sur pied d'une politique industrielle. Mais encore faut-il qu'on ne se fasse pas la guerre entre nous, qu'on ne retombe pas dans le chacun pour soi, parce que globalement, pendant un certain temps, le débat européen, ça a été Club Med contre Radin. Et quand on rentre dans ces excès, en fait, on n'arrive à rien. Et à ce moment-là, on va vers l'éclatement. Et puis, c'est la question de ce plan de relance européen. Il y a un enjeu vital pour l'Union, un enjeu existentiel à le réussir. Parce que si on ne démontre pas qu'on réussit à relancer la machine dans les différents États européens, on fait perdre 20 ou 30 ans à l'Union européenne et on ne refera pas de deuxième plan de relance européen d'une part, mais d'autre part, ça mettra un coup d'arrêt à un certain nombre de projets et de renforcement de cette coopération entre Européens. Le risque aussi, ça pose aussi la question des champions européens. C'est un truc qu'on aime bien, les champions européens. En France, on dit il faut des champions européens. Grosso modo, ce qu'on entend par là, c'est il faut arrêter de nous embêter avec les règles de concurrence. Et puis, il faut que, généralement, quand on dit champion européen, on pense champion français sur le marché européen. Mais en fait, ce qui se passerait s'il y avait c'était la loi du plus fort, c'est qu'on aurait des champions allemands sur le marché européen. Donc, est-ce qu'il faut raisonner en termes de champions européens ou en termes de chaîne de valeur européenne et en termes de chaîne de valeur européenne qui soit partagée ? Et ça, la question, elle n'est pas facile parce que ça veut dire que ce n'est pas le marché qui peut les produire. Ça veut dire qu'il faut une volonté politique. Et aujourd'hui, la volonté politique, elle manque, oui, en termes de culture économique dans les institutions européennes, mais elle manque aussi dans un certain nombre d'États membres. Et puis, il y a là-dedans la question des biens communs que le marché ne peut pas délivrer. C'est la question du climat, par exemple.
Et là, on essaye d'apporter un certain nombre de réponses. C'est aussi la question de la lutte contre les inégalités. On essaye d'apporter des réponses au niveau européen et on a une préférence pour un niveau d'inégalité économique et sociale faible. On a un modèle de redistribution extrêmement spécifiques en Europe, qui sont très différents en Europe, mais qui sont spécifiques par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Or, aujourd'hui, comment est-ce que ces modèles, ils survivent quand les GAFAM sont en train de transformer tous les marchés, y compris demain les marchés de l'assurance maladie? C'est une vraie question qu'aujourd'hui il faut qu'on aborde et à laquelle il va falloir qu'on fasse face. Le défi, enfin, il est identitaire et culturel. Est-ce qu'on assiste à une montée en puissance d'un sentiment européen ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je vois que vous faites la moue pour certains d'entre vous, mais réfléchissez. On nous annonçait sur le Brexit que les Européens, ça allait être un carnage. On allait s'entre-déchirer parce que le Royaume-Uni allait faire ce qu'il savait le mieux faire, c'est-à-dire diviser les Européens. On est restés unis face aux Britanniques. On ne s'est pas divisé. Même aujourd'hui, où il s'agit de mettre en œuvre le Brexit, on n'est pas divisé. Il y a toujours une position européenne. Face à Trump, face aux tentatives de chantage commerciaux de Trump, les Européens ne se sont pas divisés. Donc, il y a quand même... Et sur la question de la Russie, autre exemple intéressant, parce qu'on dit souvent qu'en politique étrangère, on ne peut rien faire. Annexion de l'Ukraine. Les Européens ont adopté des sanctions contre la Russie sur cette annexion de l'Ukraine pour condamner l'annexion de la Crimée. Annexion de la Crimée, pardon, pas de l'Ukraine, bien sûr. Annexion de la Crimée. Ces sanctions, elles existent toujours. Elles existent toujours, malgré les efforts des Russes pour faire changer certains des États membres. Et on sait bien que sur la question de la Russie, les États membres sont loin d'avoir tous la même position. Et bien, ces sanctions qui ont été adoptées à l'unanimité, c'est-à-dire qu'une seule voix suffit à faire changer la donne, ces sanctions existent toujours. Le défi identitaire et culturel, il est amené aussi par le retour du thème des frontières en Europe. Ça, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, ça a ramené en Europe la question des frontières. On sait que la question des frontières, c'est une question qui est mortifère pour l'Europe. Le 19e siècle, même le premier 20e siècle, c'est une succession de crises sur des frontières et de minorités. Aujourd'hui, on a cette question qui redevient un sujet de géopolitique en Europe. Et il faut qu'on fasse attention. Et puis, il y a cette question de la prise de conscience de nos interdépendances vis-à-vis de l'extérieur, la prise de conscience de nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Pour autant, et ça, il y a une certaine unité européenne. On a assez rapidement compris que le marché intérieur, il était quand même assez résilient par rapport à la situation. Il a assez vite fonctionné dans la crise du Covid, ce qui n'est pas le cas des chaînes de valeur globalisées, en tout cas de toutes les chaînes de valeur globalisées. Donc il y avait une plus-value à avoir un marché intérieur et à être dépendant de ses voisins plutôt qu'à être dépendant du bout du monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a émergé assez clairement à la fois dans l'opinion publique et du coup chez les décideurs politiques. Mais cette question identitaire, aujourd'hui, elle peut aussi être fracturée parce que il y a la question des valeurs, il y a la question de la démocratie, de l'état de droit, qu'on a tendance à utiliser pour nous fracturer, pour nous diviser les uns les autres. Plutôt que de voir que la démocratie et la crise de la démocratie, c'est un défi commun, on préfère pointer du doigt certains, où oui, il y a des problèmes. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de problème en Hongrie sur la liberté de la presse ou sur le fonctionnement de la démocratie hongroise. C'est vrai, il y a des problèmes. Ou en Pologne. On l'a vu, il y a un problème sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Mais plutôt que de voir le défi commun, on préfère de voir ce qui ne va pas chez l'autre et pas ce qui ne va pas chez nous et d'essayer de trouver ensemble une solution. Et ça va être problématique. Une autre question sur laquelle on va avoir des problèmes, ou en tout cas qui va avoir une influence sur ces questions identitaires et culturelles, c'est la question de la démographie européenne. On a un certain nombre de pays qui se dépeuplent en Europe.
Les États baltes, depuis qu'ils ont rejoint l'Union européenne, ils ont perdu 30% de leur population. C'est ce que pointe Ivan Krachev, qui est un sociologue bulgare, et qui montre à quel point ça joue aussi dans la montée d'une certaine radicalité en Europe centrale, en Europe orientale, cette dépopulation. Et ça, c'est un enjeu qui est absent aujourd'hui des débats européens. Alors, il y a, depuis la commission von der Leyen, une commissaire en charge de ces questions, mais ça peine à produire des résultats. Et pourtant, cette question, elle va être centrale parce que là-dessus aussi, sur ces questions d'angoisse identitaire, parce qu'un pays qui se réduit, c'est un pays aussi qui a peur de disparaître, eh ben, ça complexifie les questions qu'on va pouvoir donner aux crises migratoires, par exemple. Ça rend beaucoup moins ouvert. Et or, aujourd'hui, la crise migratoire, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et pour l'instant, les solutions qu'on est en train de définir, c'est-à-dire stocker des gens en situation de précarité à nos frontières, on est en train de se construire les crises de demain. La situation telle qu'elle existe en Libye, où il y a des marchés aux esclaves, enfin, je veux dire, la Libye, c'est quand même pas loin de Paris. Il y a des marchés aux esclaves en Libye. C'est pas tenable sur le moyen terme. C'est pas une question de long terme, c'est pas dans 50 ans. Ça va nous exploser à la figure un jour ou l'autre. Et puis, le dernier défi, c'est un défi organisationnel. C'est une fois qu'on a répondu à tous ces défis, c'est comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on arrive à être efficace au niveau international tout en faisant vivre la diversité au niveau européen. Donc en étant suffisamment centralisateur là où on a besoin de l'être, en étant suffisamment décentralisé là où on n'a pas besoin. Or, on voit bien que la réaction première, ça va être celle d'aller vers plus de centralisation. Mais en même temps, on essaye de faire vivre la diversité sur les territoires, sur les questions économiques. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas une question qui se pose uniquement au niveau européen. Et je pense que vous êtes bien, on est bien placé en Corse pour le savoir. Cette question de la centralisation, c'est pas une question qui se pose uniquement au niveau européen. C'est une question qui se pose aussi au niveau national, ou je devrais dire au niveau nationaux en Europe. Et c'est une question auquel il va falloir faire face. C'est quoi le fonctionnement organisationnel, institutionnel qui nous fait marcher, qui fait exister cet ensemble européen dans sa diversité au XXIe siècle? Ça reste encore largement à avancer. Ce que je peux vous dire sur la dynamique centralisatrice, c'est que clairement, on aurait besoin d'un peu plus de centralisation sur les questions de politique étrangère. C'est vrai. On n'en a pas besoin partout, mais sur les questions de politique étrangère, on a besoin de pouvoir arriver à des décisions efficaces plus rapidement. Cela étant, ce qu'il faut remarquer, c'est que par rapport à la crise de 2003, même face à des crises très grandes, même face à un personnage aussi clivant que Trump, l'Europe n'a jamais été aussi fracturée qu'elle l'a été en 2003. C'est important de le garder, je pense, dans un espace, dans un coin de sa tête. Donc, je voulais juste vous dire en conclusion un mot sur la relation de la France avec l'Europe, parce que c'est une relation de je t'aime moi non plus. Et je pense que c'est important de garder ça dans un coin de sa tête, surtout vu la période qui se lance et vu le concours l'épine de mauvaises idées sur les questions européennes qui est en train d'être lancé dans cette pré-campagne électorale. Je ne dis pas que la question d'une part du contenu des politiques européennes, d'autre part même du fait européen, il n'y a pas de question illégitime. Le truc, c'est que on ne peut pas être tous anti-européens. Enfin, tous les partis en France ne peuvent pas être anti-européens et il ne peut pas y avoir un seul Européen qui serait le pôle central. Parce que le jour où on va avoir une bascule, et c'est le sens d'une démocratie, c'est qu'on change de parti au pouvoir, ça posera des problèmes. Et c'est comme ça qu'on crée des catastrophes démocratiques. On ne peut pas se satisfaire, me semble-t-il, d'une situation où l'Europe est accaparée par un seul parti. Cela étant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, je vous disais, il y a eu un concours l'épine des mauvaises idées et des débats, des mauvais débats plutôt, ou des débats qui sont tronqués ces derniers temps. Et notamment sur la question de la primauté du droit de l'Union, on est revenu dessus. Et
Et la position d'un certain nombre de candidats à la primaire des Républicains est à ce titre assez étonnante quand on sait que le Parti populaire européen, donc le parti européen dont fait partie les Républicains, est un, si ce n'est le principal pilier historiquement de la démocratie européenne, de la construction européenne. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que finalement, quand vous regardez, malgré les tentations d'un repli nationaliste, quand vous regardez sur un moyen terme, en fait, ce qu'on observe, c'est que d'une part, vous avez pu, à part Asselineau, à part Philippot, mais Asselineau et Philippot, tous les deux, en cumulé dans les sondages en ce moment, ils doivent faire au maximum 3%, plus personne ne parle de sortir d'Europe. Le Pen ne dit plus qu'elle veut sortir de l'euro. Zemmour, qui est quand même très à droite, très très à droite, dit « Ok, c'était une erreur de rentrer dans l'euro, ce serait une erreur d'en sortir ». C'est quand même extraordinaire de se dire, et c'est vrai en France, mais c'est vrai en Italie. Salvini, il participe, la Ligue de Salvini, elle participe au gouvernement Draghi. Elle était au pouvoir avant le gouvernement Draghi. Ils ne veulent plus sortir de l'euro et ils ne veulent plus sortir du marché intérieur. Parce qu'ils ont bien conscience, c'est aussi une histoire d'ancrage local. La Ligue, au départ, c'est le nord de l'Italie. Et le nord de l'Italie, c'est un des coins qui profite du plus de l'intégration européenne. Pas seulement en termes pas qu'en termes de subventions, loin de là. Avant tout, en termes d'accès à un marché. C'est là où vous avez les entreprises qui sont les plus performantes économiquement, c'est dans le nord italien. Et c'est eux qui ont le plus intérêt à avoir un accès à un marché européen. Donc, on assiste à la fois à une tentative à des pulsions de repli nationaliste, et je pense que c'est aux politiques, surtout à la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, de réussir à produire un discours alternatif né-européen au parti au pouvoir, sinon quelle tristesse. Quelle tristesse. Et puis, qu'est-ce que c'est un Frexit ? C'est la fin de l'Union européenne. On peut se passer des Britanniques. Les Britanniques ont toujours été un pied dedans, un pied dehors. Pas les Français. Pas les Français. De Gaulle ne le voulait pas, mais De Gaulle n'est jamais sorti. Et c'est pas lui qui a ah oui, vous les avez dit, vous les voulez pas les Britanniques. C'est vrai, mais non, mais on a tendance généralement à utiliser De Gaulle comme un symbole de la résistance à l'Union européenne. Mais enfin, il était au pouvoir quand les communautés européennes existaient, quand les CK existaient. Ok, il était peut-être pas d'accord sur tout, et notamment sur l'entrée des Britanniques, et du coup l'histoire lui a peut-être donné raison, mais en tout cas, il n'est pas sorti de l'Europe. Donc ne surinvestissons pas non plus, ne poussons pas trop loin les comparaisons. Et le dernier point, et après j'ai été beaucoup trop long et je vous prie de m'en excuser, mais le dernier point, c'est ne surjouons pas la solitude en Europe. On ne va pas redécouvrir à chaque crise au niveau international que nous sommes différents en Europe et que oui, il y a une spécificité française sur les questions de défense. Oui, c'est vrai, il y a une spécificité française sur les questions de défense. Oui, c'est vrai, on aimerait construire quelque chose de plus ambitieux au niveau européen et on est confronté parfois à un manque d'ambition ou en tout cas à une prudence de certains de nos partenaires. Mais enfin, on ne va pas le redécouvrir chaque jour. Sur la question du pacte AUKUS, on a quand même eu tous les Européens qui nous ont soutenus. La Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, qui interviewée sur une chaîne d'information américaine, défend et pose des questions sur le camouflet qui est infligé à la France et à l'Europe. Et les Européens qui considèrent que ce qui a été fait de la part des Américains, pas seulement vis-à-vis des Européens, mais vis-à-vis de la France spécifiquement, n'est pas normal. Il y a eu de la solidarité européenne. Alors certes, on voudrait que ça aille plus loin, on voudrait qu'on en profite pour en faire l'événement fondateur, le grand soir de la défense européenne. C'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas parce que ça mettra du temps
à construire, ça ne se fera pas demain, et ce n'est pas parce qu'il y a eu cette histoire que ça va achever de convaincre les Allemands, d'une part, qu'il faut sortir d'une sorte d'attentisme stratégique et enclencher la seconde ou la troisième sur les questions de défense, quand on sait le caractère sensible de ces questions aussi pour l'opinion publique allemande. Et puis, ça ne va pas achever de convaincre les Polonais que leur survie, parce que c'est vraiment pour eux, en tout cas de la manière dont ils le conçoivent, une question de survie, elle va passer d'un coup d'une OTAN qui est extrêmement efficace sur les questions militaires à une Union européenne qui, pour l'instant, ne sait pas faire grand-chose sur les questions militaires. Donc, ça va prendre du temps, mais on ne va pas le redécouvrir à chaque fois. Donc, arrêtons de nous enfermer, de surjouer cette solitude stratégique et acceptons de voir les progrès là où ils en sont. En soi, le fait que les Polonais acceptent de parler d'autonomie stratégique européenne, c'est un progrès. Et il faut avancer là-dessus et il faut continuer à nourrir le débat. Mais ne nous enfermons pas, sinon on prend le risque de nous isoler sur le sol européen et de voir disparaître les progrès qui auront été enregistrés au niveau européen sur une conception qui est une conception française. Et ça, je pense que c'est important de s'en souvenir. C'est l'autonomie stratégique européenne, ce qui est en train de devenir notre projet européen, c'est au départ une idée philosophiquement française. Le contenu va en être déterminé à 27 et c'est bien normal parce que c'est notre projet commun. Il faut qu'on soit 27 pour le définir, pour s'entendre sur les règles de vie aussi de cette maison commune. Mais quand même, ne boudons pas notre plaisir. Aujourd'hui, l'Europe est en train d'aller un peu vers cette Europe puissance que souhaitent les Français depuis si longtemps. Merci beaucoup et je serai ravi de prendre vos questions et vos commentaires.